Et maintenant, on va passer à notre troisième présentation. Merci beaucoup. De la journée avant la table ronde. Madame Léa Risotto, j'espère que j'ai prononcé le nom de famille bien. Donc, Madame Léa Risotto est déléguée de Health Data Hub et je vais la laisser commencer sa présentation et se présenter encore plus par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je ne sais pas si y a une télécommande pour passer les slides ou... C'est ça. La flèche là ? D'accord. Merci beaucoup. Oui, parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Léa Risotto, je suis déléguée à la protection des données du Health Data Hub, dont je vais parler un petit peu plus en détail juste après. Déléguée à la protection des données, c'est un métier qui permet de protéger les droits et libertés des citoyens. Donc, c'est un métier qui est prévu par le RGPD et qui touche notamment aux droits. Personnellement, je suis juriste de formation, mais aussi à la cybersécurité grandement. C'est de plus en plus un sujet, surtout au Health Data Hub, puisque nous avons bien entendu des données de santé nombreuses. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc, ma thématique, elle est assez simple, elle va un peu moins toucher à l'IA, puisque en fait les concepts que je vais détailler lors de la présentation s'appliquent aussi à l'IA. Cependant, je vous propose un petit retour d'expérience du Health Data Hub sur un certain nombre d'aspects liés à la cybersécurité en matière de traitement de données de santé dans le cadre de la recherche scientifique. Donc, petite présentation avant du Health Data Hub. Je crois savoir que Madame Buzyn en a parlé, mais je vais présenter un petit peu brièvement notre organisme. Donc, le Health Data Hub, c'est, on l'appelle aussi plateforme des données de santé dans les textes en français, ou HDH. J'utiliserai ce vocable au cours de la présentation pour simplifier. C'est un groupement d'intérêt public qui a été créé en 2019 donc par la loi OTSS, la loi qui porte organisation et transformation de notre système de santé. Cette loi a permis d'élargir le SNDS qui existait depuis 2016. Donc le SNDS, c'est le Système national des données de santé que vous connaissez probablement, donc qui vise à réunir les données de la population française, les données de santé, notamment relatives au remboursement de l'assurance maladie, mais aussi aux hospitalisations, aux causes médicales de décès et un certain nombre de choses. Et en fait, depuis 2019, il y a une autre composante du SNDS qui a vu le jour, qui est le catalogue du SNDS et qui est constitué d'un certain nombre de bases thématiques, donc qui ne couvrent pas la totalité de la population française, mais qui vont réunir des données d'intérêt sur une pathologie donnée ou un traitement médicamenteux ou ce genre de choses, en tout cas des données d'intérêt un peu plus spécifiques que le SNDS historique qu'on appelle aujourd'hui base principale. Donc, à l'occasion de l'élargissement du SNDS, a été créé par cette même loi le Health Data Hub, qui donc est responsable notamment de ce fameux catalogue dont je parlais, mais qui a aussi deux autres rôles, entre autres. Je ne vais pas parler de toutes nos missions, mais en ce qui nous concerne là présentement, je pense que ce qui peut être intéressant de mettre en lumière, c'est d'abord le guichet unique qui permet aux chercheurs d'introduire leur demande d'accès aux données, notamment au Système national des données de santé. Donc, à partir du moment où un chercheur veut faire un projet, une étude sur des données de santé qui sont donc réutilisées, qui sont issues de soins typiquement,
il passe par nous. Ce sont les recherches qui n'impliquent pas la personne humaine. En principe, à partir du moment où il est nécessaire de les faire examiner par le CESRES, un comité d'éthique spécialisé, et puis par la CNIL, ça passe par nous en tant que guichet unique. Et puis on oriente aussi les chercheurs sur les procédures à mettre en œuvre qui sont les plus adaptées à leur projet. Donc ça, c'est un premier point. Et un peu plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui, nous avons une plateforme technologique qui est mise à disposition des chercheurs et qui est sécurisée à l'état de l'art. Donc je pense... Alors, j'avais mis une slide sur le SNDS, mais j'en ai déjà parlé, base principale catalogue. Mais je vais passer un petit peu vite sur ce sujet du SNDS pour vous parler plus en détail de la plateforme technologique donc, que nous avons OS-Data et que nous mettons à disposition des chercheurs pour réaliser des études et des analyses sur des données de santé. Donc la plateforme technologique, elle permet en premier lieu, logiquement, d'ingérer des données de santé. Elle permet aussi de stocker des bases, donc ça va être tout l'objectif du catalogue. L'idée, c'est qu'on puisse réunir au niveau du Health Data Hub, au niveau de la plateforme, les bases du catalogue en vue de les mettre à disposition des chercheurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est actuellement en cours. Mais dans l'intervalle, on met quand même à disposition un certain nombre de données à un certain nombre de chercheurs qui ont été autorisés par la CNIL et qui ont vu leur projet examiné par le CESRES préalablement à tout ça. Et dans cet espace qu'on leur met à disposition pour réaliser leur étude, il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles et qui sont spécifiques à la plateforme. Je crois savoir que notre offre de service est assez unique en matière d'outils qu'on met à disposition, sachant qu'il y a d'autres plateformes qui existent mais qui n'ont pas forcément les outils dont on dispose. Donc ça, c'est l'architecture très, très simplifiée de notre plateforme. Je ne vais pas rentrer dans des considérations techniques, mais simplement, c'est pour que vous ayez un petit peu la vue d'ensemble du sujet de notre environnement. Donc concrètement, lorsqu'il y a un apport de données, ça passe par un espace d'ingestion qui est propre au responsable de données. Le responsable de données, c'est celui qui administre la base qu'il est nécessaire d'ingérer pour que le chercheur en bout de chaîne puisse faire ses études. Et donc, dans cet espace d'ingestion, vous avez aussi un espace de préparation des données qui permet de les mettre en qualité. Et ensuite, vous avez l'espace réservé à la préparation du projet en tant que tel. Donc là, l'espace de préparation que vous voyez en mauve, c'est l'espace qui est réservé au Health Data Hub, qui va être en charge, avant la mise à disposition des données aux porteurs de projets, de les mettre en... Alors, il y a un peu de mise en qualité, mais c'est aussi et surtout les appariements, c'est-à-dire qu'on va connecter les bases entre elles pour permettre une analyse plus fine des données, plus complète. Il y a aussi tout ce qui est... Alors, on utilise le terme de masquage ici, mais en fait, ça répond à une opération de pseudonymisation. Et j'expliquerai juste après ce que c'est. Et vous avez tout ce qui est chiffrement, déchiffrement, donc vraiment à des fins de sécurisation de la plateforme, y compris entre les espaces, les différents espaces. Et enfin, vous avez le fameux espace d'analyse qui va permettre aux utilisateurs au sein du porteur de projet de réaliser son étude. Donc après, vous avez un petit schéma avec le mécanisme d'accès à la plateforme technologique par les utilisateurs. Ça se fait avec leur propre poste. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais concrètement, le poste doit cocher un certain nombre de cases pour pouvoir accéder à la plateforme et à cet espace d'analyse.
Et puis vous avez aussi un sas d'import-export qui permet aux utilisateurs d'importer des données anonymisées et d'exporter des données anonymisées aussi. Donc les données doivent toujours être non identifiantes, et je vais présenter le sujet juste après. Alors, je vous parlais d'accès à la plateforme, mais je vais d'abord vous parler de notre référentiel phare au Health Data Hub, et aussi dans un certain nombre d'environnements où on traite des données du SNDS, hein, parce qu'on n'est pas les seuls à le faire. C'est le référentiel de sécurité du SNDS. On a un certain nombre de normes qui s'appliquent à nous. On respecte la PGSSI-S, donc la PSSI qui va s'appliquer au traitement de données de santé au format numérique. La PSSI-MCAS aussi, qui est la PSSI propre aux ministères sociaux. Mais je vais mettre l'accent sur le référentiel de sécurité du SNDS, qui est un peu le regroupement des règles spécifiques au système national des données de santé, et qui nous concerne pleinement. Donc initialement, le référentiel, il a vu le jour par un arrêté de 2017. Donc c'était avant la loi dont je vous parlais tout à l'heure, de 2019, et il a fallu le mettre à jour, sauf que ça a pris un certain temps. Et donc la mise à jour du référentiel s'est faite en mai 2024, donc il est tout récent. Et désormais, il couvre un périmètre plus large. Et toutes les règles, tous les procédés et dispositifs que je vais vous présenter juste après, ce sont des obligations au sens de ce texte-là, au sens du référentiel de sécurité du SNDS. Donc concrètement, je voulais vous parler un petit peu d'EIDAS, qui est un règlement qu'on a mis en place assez récemment, parce que c'est une des nouveautés du référentiel de sécurité de 2024. C'est un règlement donc, qui préexistait, hein, il a 10 ans. Il y a une deuxième version qui est parue il y a peu, mais plus récemment, mais elle ne concerne pas notre périmètre. En fait, l'objectif d'EIDAS, c'est de sécuriser l'attribution d'un moyen d'identification électronique, de garantir que la personne à qui on attribue un accès, c'est bien celle qu'elle prétend être. Un moyen d'identification électronique, ça va être un élément qui va contenir des données d'identification. Donc là, ça concerne les utilisateurs, qui est utilisé pour l'authentification sur un service qui soit en ligne ou hors ligne. Et en fait, ici, c'est les accès sur la plateforme technologique. Ça concerne l'ouverture des comptes aux chercheurs qui vont vouloir analyser les données de santé sur notre plateforme. Et concrètement, avant de délivrer un accès, il y a un certain nombre de contrôles qu'on est obligé de mettre en place et qui sont réalisés par un prestataire certifié, qu'on appelle prestataire PVID, donc prestataire de vérification d'identité à distance. Et en l'occurrence, c'est un prestataire qui va permettre finalement de vérifier que la personne dont on vérifie l'identité est bien celle qu'elle prétend être. Et il y a un certain nombre de contrôles qui sont mis en place. Est-ce que le titre d'identité du chercheur est bien valide? Est-ce qu'il est lisible? Est-ce qu'il comporte pas de faute d'orthographe? Il n'y a pas de falsification criante. Voilà. Et puis, c'est aussi les dispositifs, je pense que vous en avez déjà connu, en tout cas dans le cadre peut-être des systèmes bancaires, des applications du type Lydia ou ce genre de choses. Vous avez l'application qui vous demande de prendre une petite vidéo de vous, et ben c'est exactement ce dont il s'agit ici. Donc nous, on est obligé de le mettre en place avant de délivrer un accès aux données de santé sur la plateforme technologique. Maintenant, je vais parler un petit peu plus des données en tant que telles, et notamment d'un procédé qui est absolument
incontournable pour pouvoir les traiter, qui est celui de la pseudonymisation. La pseudonymisation, c'est le passage d'un identifiant en clair, donc signifiant, qui se rapporte à une personne. Et généralement, ça va être le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale. Et je vais utiliser cette référence du NIR, puisque c'est l'identifiant qu'on utilise le plus souvent dans le cadre du SNDS. Et c'est l'identifiant qui est systématiquement pseudonymisé dans ce cadre. Donc, comme je disais, dans le cadre du SNDS, on ne peut utiliser que des pseudonymes. On n'a pas le droit d'utiliser les noms et prénoms des Français ou leur numéro de sécurité sociale en clair. L'identification, elle se fait forcément elle reste permise, mais pas de manière directe. C'est une identification de manière indirecte. Donc concrètement, les données pseudonymisées, ça reste des données personnelles. Et le RGPD, la loi informatique et liberté, ce sont des textes qui continuent à s'appliquer pleinement à ces données. C'est juste qu'on applique une couche de sécurité, et même plusieurs couches, je le montrerai juste après, pour leur permettre d'être traités en toute sécurité et limiter les risques de réidentification des patients. Typiquement, il y a plusieurs caractéristiques que cette pseudonymisation doit réunir dans le cadre du SNDS, parce que généralement, en recherche en santé sur des données, vous avez toujours ce mécanisme de pseudonymisation des données. Mais dans le cadre du SNDS, la pseudonymisation, elle doit revêtir une forme particulière, et notamment être irréversible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne devez pas pouvoir, à partir du pseudo, revenir au NIR. C'est quelque chose qui est possible pour certaines pseudonymisations, mais pas pour celles du SNDS. En revanche, on n'est pas dans une irréversibilité comme celle qui est requise par l'anonymisation, à savoir on ne peut plus revenir à la personne. On ne parle pas de la même irréversibilité, puisque ici, il est possible, à partir du NIR, de réobtenir le pseudonyme en rejouant la chaîne de pseudonymisation à l'endroit. C'est juste qu'à l'envers, ce n'est pas faisable. Je ne vais pas passer sur tous les critères, mais concrètement, il y en a un certain nombre. Il faut que le pseudo soit de qualité, pour résumer. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir être différent pour chaque personne. Deux personnes qui auraient un NIR un petit peu identique ne doivent pas avoir de pseudonyme proches l'un de l'autre. Il faut qu'ils soient éloignés l'un de l'autre. Voilà, il y a un certain nombre de critères pour obtenir un pseudonyme de qualité. Il y a d'autres règles qui s'appliquent au sens du référentiel de sécurité au pseudonyme. Vous avez notamment une règle assez logique en fait sur le cloisonnement des données qui interdit d'avoir à la fois les données pseudonymes et les données qui ont servi à générer ce pseudonyme. Donc typiquement, si vous avez dans un même système les noms, les prénoms, le numéro de sécurité sociale et le pseudonyme, votre pseudonymisation ne sert à rien. Donc c'est tout l'enjeu de cette règle-là, qui est assez logique finalement. À chaque fois qu'on change de système d'information, il faut changer de pseudonyme, donc réappliquer une couche de pseudonymisation sur celle qui existe déjà. Et puis évidemment, mais ça c'est plus du bon sens, si le pseudonyme est compromis ou a fuité ou quelque chose comme ça, on doit relancer le procédé de pseudonymisation qui doit de toute façon être relancé tous les 6 ans pour plus de sécurité. Donc les fameuses couches de pseudonymisation, j'en parlais tout à l'heure, mais concrètement, vous avez une première pseudonymisation qui se fait au niveau du fournisseur des données. C'est lui qui va avoir l'identité des patients.
Et donc c'est à lui, avant d'envoyer les données sur la plateforme du Health Data Hub, typiquement, qu'il appartient de réaliser cette première pseudonymisation. Et donc, à l'issue de cette première pseudo, les données sont soit envoyées sur la plateforme technologique et repseudonymisées, soit s'il y a un appariement qui est prévu, et c'est souvent le cas, en tout cas sur les projets qu'on a au Health Data Hub, avec le SNDS, ça passe à la CNAM, qui applique beaucoup plus de pseudonymisation que ce que j'ai écrit sur le schéma. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 à son niveau. Mais l'idée, c'est à son niveau de rapprocher les données qui vont ensemble. Et pour ça, il y a un certain nombre de masquages qui sont faits avant transmission des données sur le système qui va les accueillir pour qu'elles soient analysées. Et donc ici, j'ai mis notre plateforme, mais ça peut être un autre système. Et sur notre plateforme, dès que les données arrivent, on réapplique une couche de pseudonymisation et on applique une dernière pseudonymisation avant mise à disposition des données aux chercheurs. Donc les données, elles sont pseudonymisées un certain nombre de fois quand même. Parfois, on peut même les sortir de la plateforme, donc elles restent pseudonymisées, mais dans un environnement sécurisé, donc ce qu'on appelle un système FIS. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais concrètement, si les données vont d'un système sécurisé à un autre système sécurisé, c'est possible, mais il faut une énième pseudonymisation avant transmission des données. Et pour l'exercice des droits RGPD, donc je ne sais pas si vous les connaissez, mais vous avez des droits sur vos données qui sont, en tant que citoyen, à partir du moment où on traite des données personnelles sur vous, ça peut être votre opérateur téléphonique, votre mutuelle, c'est aussi les chercheurs. Vous avez la possibilité d'exercer plusieurs droits, donc le droit d'accéder à vos données, de les faire rectifier, parfois de vous opposer. Et je ne vais pas tous les citer, mais ce sont les principaux. Et nous, dans ce cas-là, quand on a un citoyen qui nous demande l'accès à ces données, on va utiliser son NIR pour lui faire repasser toute cette chaîne de pseudonymisation-là, puisque comme je vous l'ai dit, on ne peut pas le faire à l'envers, donc on est obligé de le faire à l'endroit, et de toute façon, on a forcément le NIR du citoyen qui, lui, ne connaît pas le pseudonyme qui est utilisé le concernant. Donc c'est vraiment le seul cas où nous, on va pouvoir traiter le NIR, utiliser le NIR de façon non pseudonymisée. L'anonymisation. L'anonymisation, c'est un procédé qui se distingue clairement de la pseudonymisation. Déjà parce qu'il ne répond pas aux mêmes besoins, et ensuite parce que le régime réglementaire n'est pas du tout le même. Pour les données pseudonymisées, je l'ai dit, c'est le RGPD, c'est des données personnelles, ça reste des données personnelles. Donc il y a toute la réglementation applicable aux données personnelles et en l'occurrence aux données de santé qui continue à s'appliquer comme si c'était des données en clair, directement identifiantes. En revanche, dans le cadre de l'anonymisation, l'idée, c'est justement de rendre les données de façon irréversible, cette fois véritablement non identifiante. Donc on décorrèle de façon permanente l'identité de la personne, on enlève tout simplement les traits identifiants de ce set de données-là. Donc je vais en parler un petit peu plus en détail, mais il y a un certain nombre de critères à respecter pour cela. Et dans ces cas-là, je pense qu'il y a une erreur dans les slides, mais voilà, bon, je ne sais pas. Bon, en tout cas, le RGPD ne s'applique pas. Et à partir du moment où les données sont anonymisées, on ne doit plus jamais pouvoir revenir à l'identité de la personne. Et c'est la raison pour laquelle le RGPD ne s'applique pas. Mais par contre, on a une moins grande finesse des données, ça il faut l'avoir en tête. Donc ça ne répond pas aux besoins de tous les chercheurs qui, pour beaucoup, ont besoin de données beaucoup plus fines à l'échelle individuelle.
Donc l'anonymisation, c'est un procédé, donc, comme je l'ai dit, qui est irréversible et qui doit répondre à 3 critères. Il ne doit pas, après anonymisation, il ne doit plus être possible d'individualiser les personnes dans un jeu de données. Donc les Excel avec une ligne et un patient, ça ne fonctionne pas. Il ne doit pas être possible de corréler les données d'un même patient avec celles d'un autre jeu de données qui concernerait ce même patient. Et il ne doit plus être possible d'inférer les données, donc de faire des déductions sur les données, sur le patient concerné. Donc là, c'est le fameux exemple, le fils du notaire dans un village de 10 personnes où il y a un seul notaire. On ne le nomme pas, mais on sait qui c'est. Donc voilà, ça, c'est clairement pas anonymisé. En revanche, en santé, en recherche notamment, on a parfois des difficultés à réunir ces 3 critères. Et notamment, l'individualisation, il peut être un peu délicat d'avoir des sets de données qui sont identiques pour 5 ou 10 patients. Souvent, on va avoir besoin d'une donnée par patient, d'une image par patient, d'une radio par patient, pour pouvoir faire les analyses dont on a besoin. Et dans ce cas-là, on fait une analyse de risque de réidentification. Donc certes, il y a un critère qui est présent, mais on va s'efforcer de démontrer que le risque de réidentification est nul en définitive. Donc c'est un document qui détaille un certain nombre de choses, de procédés, de mesures aussi qui sont prises pour compenser la présence d'un critère. Et nous, on a mis en ligne un guide qui permet justement de faire cet exercice, donc qui n'est pas du tout officiel, dans le sens où il n'a pas été approuvé par le CEPD qui a émis ces 3 critères-là. Mais c'est un outil qu'on propose et qu'on utilise nous-mêmes pour démontrer et documenter aussi, parce que ça c'est important, le caractère anonyme des données. Et donc voilà, je vous ai mis les liens si vous voulez l'utiliser ou le consulter. Au niveau du Health Data Hub, on va utiliser l'anonymisation pour plusieurs usages, et notamment les Data Challenge. Les Data Challenge, ce sont des recherches, des projets de recherche qu'on propose au Health Data Hub et qui visent à faire participer un certain nombre de chercheurs volontaires pour développer, par exemple, un algorithme sur des données pour détecter telle tumeur, par exemple, sur la base généralement de données d'imagerie. Et à la fin, il y a un prix à la clé. Donc voilà, c'est une sorte de projet de recherche, mais sous forme de défi à relever. Il est absolument indispensable sur le plan réglementaire d'avoir des données anonymisées dans ce cas-là, et on accompagne les fournisseurs de données qui mettent à disposition les bases dont ils disposent. On se tient à leur disposition pour les aider à anonymiser les données et documenter ce caractère anonyme. Il y a un autre cas de figure aussi qui est le nôtre et qui se pose assez régulièrement. Je vous parlais tout à l'heure de SaaS d'import-export. C'est un... Oui. J'ai un peu dépassé. Désolée. Je crois que c'est la dernière slide de toute façon, mais je vous parlais de SaaS d'import-export qui permet aux chercheurs d'importer des données ou d'exporter des données, et ces données depuis la plateforme technologique, depuis son espace d'analyse. Mais ces données doivent obligatoirement être anonymisées, parce qu'on ne peut pas laisser sortir des données ou laisser entrer d'ailleurs des données qui seraient identifiantes, tout simplement.
Dans le cadre de l'import, c'est généralement du code. Les chercheurs vont avoir besoin de faire entrer un code qui va leur permettre de conduire leurs analyses. Et donc nous, on a des contrôles à mettre en place pour contrôler ce code et vérifier qu'il est complètement purgé de toute donnée personnelle éventuelle. Et dans certains cas, il est même nécessaire de synchroniser le code. Donc on peut avoir des exports de code, dans le sens où il va être nécessaire de récupérer le code sur une plateforme comme GitHub ou de l'exporter pour l'utiliser ailleurs, d'ailleurs. Ça, c'est tout à fait possible. Donc là, le risque, c'est une injection de données personnelles dans ce code, alors qu'elles soient malveillantes ou pas. Parfois, on ne fait pas attention, il peut y avoir des données qui sortent, d'où l'intérêt d'avoir des contrôles. Et dans le cadre des exports, donc ça peut être des exports de code, comme je disais, mais ça peut aussi être, et c'est souvent le cas, des résultats, puisque certes, on fait des analyses sur des données de santé dans un environnement sécurisé, qui est la plateforme technologique, mais derrière, on a besoin généralement de sortir les données et de produire des résultats, voire de faire des publications scientifiques avec pour base ces résultats-là. Donc dans ces cas-là, ces données doivent être anonymisées et nous, on contrôle la bonne anonymisation de ces données, notamment avec des critères un peu plus précis que ce que je vous ai présenté juste avant, qui sont des critères un peu théoriques. Là, on va utiliser le cas anonymat, par exemple, c'est-à-dire que dans un même jeu de données, on doit avoir un certain nombre de patients minimum avec les mêmes caractéristiques, ce qui fait qu'il est impossible, en définitive, d'isoler un patient. Donc généralement le cas il est fixé à 10 individus. On va avoir 10 individus dans le jeu de données qui ont les mêmes caractéristiques, qui sont absolument identiques. Donc là on est sûr qu'il y a un critère au moins qui est rempli. Et on utilise aussi la L-diversité qui permet aussi d'avoir un certain nombre de lignes dans l'Excel, typiquement je prends l'exemple de l'Excel, qui contiennent un attribut sensible particulier. Donc typiquement une affection longue durée, vous l'avez tant de fois dans le jeu de données. Et ça permet justement de conclure à une bonne anonymisation des données. Je crois que j'ai fini. Désolée d'avoir un petit peu dépassé. Merci beaucoup, Madame Lia Risuto. Je vais la prononcer à l'italienne. Et c'est extrêmement intéressant et ça va suivre en tout cas la journée avec une série de présentations parallèles. Est-ce que le public, notre cher public, que ce soit en présentiel ou le public en ligne, parce que nous avons un grand public en ligne, est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas si le public en ligne, il a des questions. Vous avez ? Non. Ah oui, c'est là, désolée. Merci pour cette présentation extrêmement intéressante. Je voulais savoir par rapport au questionnement de Madame Buzyn tout à l'heure sur ce fameux cloud pour qu'on puisse nous avancer sur le Data Health Hub, pardon. Health Data Hub, oui. Ouais, Health Data Hub. Et donc, où est-ce qu'on en est ? Parce que je pense que c'est aussi un levier important pour qu'on puisse vraiment avancer sur les questions de la technologie, de la numérisation, de la digitalisation des comportements, etc. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que vous avez une idée ? Et puis, deuxième petite question, mais vraiment très pratico-pratique. Est-ce que des doctorants peuvent aussi utiliser les données du Data Health Hub ou pas ? Ou est-ce que c'est adressé uniquement à des chercheurs confirmés ? Voilà, pardon.
Merci beaucoup pour votre question. Alors effectivement, le sujet de l'hébergement cloud, c'est un grand sujet. Et c'est d'ailleurs au travers de ce sujet-là qu'on entend souvent parler de nous, à mon grand désarroi, parce que je pense qu'il y a d'autres sujets qui ont trait d'ailleurs à la sécurité et qui peuvent nous concerner, dont on pourrait parler. Alors le sujet de l'hébergement, concrètement, c'est un grand sujet, donc je vais répondre. Ma réponse sera très brève, mais on a bien conscience de ces problématiques de souveraineté. On les adresse depuis quasiment notre création. La création de notre entité. Et ce sont des choses qui comptent pour nous. On envisage de migrer une fois qu'on aura une solution qui sera satisfaisante, parce que comme vous l'avez vu, on a un certain nombre de prérequis qu'il est absolument nécessaire de respecter. Et là, c'est vraiment un tout petit aperçu de ce qu'on doit mettre en œuvre, de ce qui s'impose à nous et de ce qui fait partie aussi des critères de sécurité qu'on veut absolument retrouver dans une solution. Et donc, il est essentiel de trouver un équilibre entre cette histoire de souveraineté, effectivement, qui procède de la cybersécurité aussi, ça on ne va pas le nier, et les autres critères de sécurité qui sont fondamentaux. Il y a ça, et il y a aussi cette histoire de fonctionnalité, finalement. Il ne faut pas que ce soit au détriment des fonctionnalités. Et aujourd'hui, l'hébergeur qu'on a choisi réunit tout ça, réunit et la cybersécurité, les critères de cybersécurité qu'on attend, et les critères de fonctionnalité, de fonctionnement. Et bien sûr, et on a bon espoir que ce soit le cas, si nous avons une offre souveraine qui répondait à tous nos besoins, c'est quelque chose qu'on envisagerait. Et de toute façon, c'est dans notre feuille de route, c'est quelque chose qu'on envisage aujourd'hui. On est dans l'attente, en fait. Merci beaucoup. Et j'ai pas répondu à la deuxième question. Oui. Alors, effectivement, c'est possible. Le souci, c'est que généralement, si c'est un accès au SNDS, comme je l'ai dit, il y a un circuit à respecter, CESRES, CNIL, et nous, on offre un accompagnement. On accompagne les responsables de traitement, les projets pour survivre à cette chaîne réglementaire qui peut être un petit peu longue. Mais voilà, il y a ce prérequis-là qu'il faut avoir en tête et qui parfois peut être un peu bloquant pour les doctorants. Donc voilà. Mais oui, c'est tout à fait possible à partir du moment où il y a un protocole scientifique qui est établi, c'est tout à fait possible. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le public, en présentiel ou en ligne? Oui. Cher Kevin. Oui, je me posais la question. Alors déjà, merci pour votre présentation, c'était vraiment très intéressant. Et je me posais la question sur l'anonymisation. Vous avez dit que la RGPD ne s'appliquait plus sur les données anonymisées, sauf que ce qui permet d'identifier une personne aujourd'hui, c'est pas les mêmes moyens que ce qui permettra d'identifier une personne demain. Et donc, comment est-ce qu'on se protège contre ça? Et vous avez un peu donné des éléments de réponse avec l'indistinguabilité de certaines données, de certaines data, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de data qui peuvent sortir autre que par les publications, et donc se pose cette question. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Alors effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais cette analyse de risque de réidentification, ou en tout cas de présence des critères quand on considère qu'ils sont tous remplis en bonne et due forme, elle doit se maintenir dans le temps. Donc il faut à partir du moment où vous anonymisez un jeu de données, vous devez vous assurer régulièrement qu'il est toujours anonyme au regard des nouvelles technologies, effectivement, puisque comme vous le dites très bien, aujourd'hui on n'est peut-être pas capable de revenir à l'identité des personnes, mais demain avec les nouvelles technologies ça va très très vite, on pourrait l'être. Et
Et donc, il est essentiel de faire vivre cette analyse de risque, cette analyse du risque de réidentification, de se poser la question régulièrement et de réagréger les données ou de réappliquer une mesure d'anonymisation pour maintenir cet état anonymisé dans le temps. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de passer à la dernière étape de notre matinée avec la table ronde? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je vais clôturer par inviter notre collègue professeure de l'ESSEC, Madame Marie Crasse, qui a co-organisé avec nous cette belle journée. Pour Madame Léa Risotto, on a justement, c'est le rituel qui n'est pas terminé. Donc, c'est pour la photo et pour un petit cadeau de CYTech et une petite photo.